Et on parle logistique maintenant, puisque je reçois Jean-Thomas Schmitt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG du groupe Epner, société de transport et de logistique créée en 1925 par votre arrière-grand-père. Entreprise donc quasi centenaire et qui vient de franchir en 2022 le milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est le résultat, j'imagine, d'une vision long terme qui est un peu souvent le propre des entreprises familiales. Oui, absolument. Je vous remercie de le souligner. C'est une excellente entrée en matière. Effectivement, un des grands atouts des entreprises familiales et de la nôtre, donc, puisque je suis le représentant de la 4e génération, c'est de travailler sur le très long terme et d'avoir une constance dans la stratégie, etc. Alors, c'est une entreprise qui est bientôt centenaire, pas encore. Donc, on ne fait pas correspondre le milliard au centenaire, mais quasiment, puisqu'on a été créé en 1925. En tout cas, mon arrière-grand-père a racheté à l'époque une petite entreprise qui avait des chevaux au bord du Rhin et qui s'occupait du transport entre Strasbourg et Kiel, donc entre la France et l'Allemagne par définition. C'est resté l'ADN du groupe. Donc vous voyez, il y a une fil rouge permanent depuis cette époque-là. Et effectivement, entre mon arrière-grand-père qui a créé ça et moi-même, il y a eu 4 générations qui se sont succédées avec une constance dans la stratégie et un élargissement progressif de l'empreinte géographique, notamment de l'entreprise, mais aussi de ses gammes de produits, mais qui correspond toujours à un focus international avec aussi une constance dans notamment le modèle de management très intrapreneurial basé sur le principe de subsidiarité. Donc tout ça fait notre force aujourd'hui dans la continuité, évidemment, avec des amendements à notre feuille de route stratégique et de plus en plus, étant donné le nombre de challenges qu'on a à relever aujourd'hui. Justement, opérationnellement, comment ça s'est passé, la mise en application de cette vision ? En fait, la vision de départ de mon arrière-grand-père, alors juste pour l'anecdote, il avait racheté cette entreprise parce qu'il y avait plus, lui c'était un paysan, il y avait plus de chevaux dans cette entreprise que le plus gros paysan de son village. Donc en fait, il n'y avait pas du tout de volonté au départ de faire du transport. En tout cas, c'est une anecdote que j'aime bien. Non, ensuite, il a apprécié ce modèle-là, et puis est arrivée la guerre, l'entreprise a été mise évidemment en suspens, et elle a repris a posteriori de la guerre, et là, mon grand-père a développé l'entreprise dans son bassin d'origine, parce qu'à l'époque, c'était très, très, très éclaté avec des acteurs locaux, ce qu'on appelle des local heroes, etc., qui étaient très forts dans leur bassin. Et puis, il s'est implanté à Paris, à Nancy, à Strasbourg, mais c'était assez limité. C'était des coopérations très larges. Le transport était évidemment moins développé, beaucoup moins mondialisé qu'il ne l'est aujourd'hui, même pas européanisé, etc. Et puis, mon père est arrivé, voyant sans doute l'émergence de l'Europe beaucoup plus fortement et avec cette vision que l'Europe allait se développer. Il a entrepris d'une part, de continuer à... alors, mon grand-père avait aussi développé en Allemagne. Donc, voilà, finalement, en Allemagne, à la fin des années 60, quand mon père a pris, il y avait plus d'agences en Allemagne qu'en France. Ah oui. Donc, voilà. Mais ça correspondait vraiment à l'ADN initial franco-allemand. Et puis, mon père a vraiment compris que le marché européen allait se développer et il voulait attirer à lui les meilleurs partenaires européens qui étaient aussi un peu sur le même modèle que ce qu'il y avait en France, c'est-à-dire des acteurs locaux très forts, etc., très structurés, en particulier en Allemagne. Et là, il a compris que Strasbourg ne pouvait pas être l'alpha et l'oméga de l'attractivité de ces partenaires-là. Du coup, il a grandi à Paris. Il a racheté des entreprises d'abord pour s'étendre du Bas-Rhin au Haut-Rhin, puis ensuite de l'Alsace à l'est de la France, en rachetant notamment une entreprise qui lui permettait de couvrir cet est-là, pour finir finalement en 2005 par acheter une autre entreprise qui lui permettait de couvrir l'intégralité du territoire. Et on pourra en reparler, mais derrière, ce qui nous permet aujourd'hui d'atteindre le milliard, c'est qu'à ma génération, après avoir couvert l'Alsace chez mon grand-père, la France chez mon père, aujourd'hui, je m'étends à l'échelle européenne beaucoup plus largement. C'est marrant parce qu'en fait, vous parlez beaucoup d'ancrage local et pourtant, on va y revenir après, mais vous êtes un groupe international. Votre ADN, c'est quoi ? C'est le local ou c'est l'international ? Les deux, mon capitaine. Alors, parce que je pense que notre principe de subsidiarité, si vous voulez, il y a des bassins d'emploi et des bassins industriels qui ne sont pas comparables. On ne parle pas de la même chose à Lyon ou à Lille ou à Strasbourg ou à Paris, etc. Il y a des déséquilibres de flux qui s'opèrent, etc. Et puis, il y a des attentes de nos clients qui n'ont pas forcément les mêmes marchés localement, à la distribution, mais aussi industriellement. Et donc, il faut qu'on s'adapte. Donc, effectivement, il y a une volonté dans notre modèle opérationnel d'appuyer sur la subsidiarité, la délégation, l'autonomie de nos managers pour être efficaces non seulement vis-à-vis de leurs clients, mais aussi vis-à-vis de leurs fournisseurs, parce qu'on n'a pas non plus les mêmes bassins de fournisseurs, on n'a pas non plus les mêmes bassins d'emploi, donc aussi vis-à-vis des collaborateurs, mais dans le cadre d'un développement plus vertical à l'international, tout en s'appuyant effectivement sur les particularités locales. C'est pareil, en Allemagne, vous avez évidemment pas... Berlin est très peu industrialisé, Munich est très peu industrialisé, et pourtant on y est présent.
dans les deux cas. Et à côté de ça, on a une autre approche dans le Baden-Württemberg ou à Düsseldorf. Je pense qu'il faut s'adapter très spécifiquement aux avantages et inconvénients des différents bassins. Néanmoins, il faut avoir une stratégie plus globale de présence et de développement de notre activité, à la fois géographique, mais aussi en termes de gamme, comme on a pu le faire récemment dans l'acquisition d'une entreprise qui nous a permis à la fois de nous étendre sur le plan géographique, mais aussi sur le plan de la gamme de produits, puisque c'était une spécialisée dans le stockage et le transport de produits dangereux. Voilà un peu la constance, mais effectivement, c'est un juste équilibre, un matriciel assez fort entre les deux sujets. Sur les expertises, vous parlez de transport dangereux, je crois que vous avez aussi développé quelque chose du côté du transport de médicaments. Absolument. Pourquoi c'est vertical ? C'est des verticales qui sont complémentaires aux choses que vous faites déjà, qui vous donnent une spécificité supplémentaire vis-à-vis d'une concurrence, par exemple ? Oui, tout à fait. C'est des éléments de démarcation vis-à-vis de la concurrence. D'abord, c'est des produits qui demandent, en fait... On a en règle générale, nous on est positionné, on se définit comme créateur de solutions de transport et logistique, on est multimodaux et on a une approche assez industrielle. C'est-à-dire que effectivement, on fait rentrer quand même nos clients dans une démarche générale parce qu'on ne peut pas se permettre de customiser pour chacun de nos clients, chacune de nos démarches, etc. Mais par exemple, ces deux filières-là, le médicament, on se doute bien qu'il y a quand même un certain nombre de choses autour de la température dirigée, autour des principes de précaution, notamment vis-à-vis de l'intégrité physique de la marchandise, des spoliations de médicaments qui peuvent être un peu sensibles, etc., qui demandent des process très spécifiques. Et de là, il faut une verticale qui soit pas seulement un enjeu marketing, mais aussi un enjeu opérationnel, avec des process bien identifiés qui nous permettent justement de mettre en avant ces points-là vis-à-vis de nos clients. Sur le dangereux, c'est la même chose. On est limité par le nombre de quantités de produits dangereux qu'on peut transporter dans nos camions classiquement. Et donc, du coup, on doit traiter à la fois le stockage, parce que là, pour le coup, ça demande des ICPE, des autorisations, on passe tout de suite sur du Céveso, etc. Ça demande un certain nombre de spécificités à la fois sur le stockage, mais aussi sur le transport. Donc, c'est vraiment... Si vous voulez, c'est pas un enjeu juste marketing, c'est vraiment un enjeu opérationnel qui nécessite vraiment de distinguer le transport de produits classiques. On ne va pas commencer à mettre des barils de produits chimiques épouvantablement puissants avec des petits gâteaux qui sont transportés. Donc voilà, il faut bien distinguer les deux opérationnellement. Mais tout ça au sein de la même entité ou vous avez des filiales On a des filiales bien définies. Alors, sur le transport de médicaments, ça rentre dans nos entités classiques terrestres, etc. Et les quelques particularités sont traitées de manière bien distincte et de manière ad hoc. Ça pollue pas, j'allais dire, nos process industriels parce que justement nos clients sont prêts à nous accompagner, j'allais dire, sur le plan financier en la matière. En revanche, sur le produit dangereux, on l'a vraiment mis à part pour en faire une business unit qui se développe par elle-même avec ses propres objectifs pour justement éviter, évidemment en cherchant les synergies là où il y en a, mais on ne veut pas non plus gérer de la complexité, on veut gérer de l'efficacité, donc on laisse les BU assez autonomes l'une vis-à-vis de l'autre, sachant que c'est parfois incompatible de transporter les différentes marchandises ensemble. Vous avez dit cette phrase, nous sommes un créateur de solutions logistiques. Absolument. Ça veut dire que si je vous entends bien, ce n'est pas uniquement des camions sur la route. Vous avez quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. C'est quoi la logique derrière ? J'ai lu que par exemple vous vous attaquiez au vélo. La livraison par vélo. Alors, on a la chance, excusez-moi, vous aviez peut-être pas fini. On a la chance d'être on a la particularité d'être un commissionnaire de transport. Alors, commissionnaire de transport pour le profane, c'est quelqu'un qui a très peu de moyens propres, qui est vraiment asset light, mais qui trouve des solutions pour ses clients en s'appuyant sur des sous-traitants divers et variés. À titre d'exemple, pour les émissions de gaz à effet de serre, 97% de mes émissions de gaz à effet de serre sont en scope 3. C'est-à-dire que moi, j'ai très peu de camions à moi. C'est-à-dire que ce n'est pas vous, mais c'est vos fournisseurs. C'est nos sous-traitants. Et ce qui d'ailleurs pose un immense challenge pour les accompagner dans leur transition environnementale, mais on pourra y revenir sans doute. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que moi, je dois répondre aux clients non pas à une demande de transport bien identifiée, avec un moyen identifié, etc., mais bien à une notion de rapport qualité-prix, à une notion de délai, à une notion environnementale. Parfois, on dégrade nos délais et nos prix pour répondre à des attentes environnementales de nos clients, etc. Nous, on procède par tout type de transport, de la barge, du rail, de l'air, de l'aérien, du maritime, du terrestre, etc., même si essentiellement c'est terrestre, mais toujours en s'appuyant sur des compagnies aériennes, sur des compagnies maritimes, sur des compagnies ferroviaires, sur des transporteurs bien identifiés, qui sont des partenaires sous-traitants, avec lesquels on travaille pour répondre aux attentes de nos clients. Voilà. Justement, sur les sous-traitants, j'ai l'impression, moi, que l'écosystème de la logistique en France est
assez éclaté, avec pas mal dans les territoires d'entreprises, familiales souvent, de taille plus ou moins grande ou plus ou moins réduite. Est-ce que vous voyez un mouvement de concentration qui, à un moment, pourrait faire en sorte qu'on a des plus grosses compagnies de transport au niveau national, même s'il en existe quelques-unes? Alors, chez les commissionnaires de transport, ça a déjà eu lieu, d'ailleurs déjà au début des années 2020, avec le rachat de beaucoup d'entreprises françaises, notamment par des grands groupes, je dirais Deutsche Bahn, avec évidemment la Schenker qui avait racheté Joyau à l'époque, etc. Enfin, il y en a plusieurs comme ça. Et ça s'était déjà assez concentré en réalité. Aujourd'hui, il y a assez peu d'acteurs parce qu'il faut une taille critique pour couvrir le marché national si vous voulez être suffisamment pertinent pour vos clients. En revanche, sur le marché des transporteurs, c'est beaucoup d'acteurs locaux, d'entreprises familiales, etc., qui sont souvent performantes, mais qui se retrouvent devant un mur d'investissement colossal devant eux, avec une forêt d'épées de Damoclès en termes de transition environnementale. Elles ont acheté des camions. Il y a une lisibilité en termes de technologie qui est quand même assez réduite. Donc pour eux, c'est quand même assez compliqué de rester agile dans la matière, parce qu'une fois qu'ils ont le camion, ils l'ont. Vous avez tous les investissements informatiques embarqués pour leurs chauffeurs. Vous avez à l'intérieur pour donner de l'information à des gens comme nous ou à leurs propres clients. Sur la traçabilité des colis. Sur la traçabilité, etc. Absolument. Et puis vous avez une recherche. On manque de 50 000 chauffeurs en France. Donc là, effectivement, ça fait plusieurs enjeux qui font qu'on pourrait se dire, est-ce qu'il n'y a pas un peu de concentration ? On sent ces derniers temps, quand on lit la lecture un peu spécialisée, alors faut trouver les lecteurs de ça, mais il y en a. Et j'en fais partie. On voit effectivement qu'il y a un mouvement de concentration petit à petit, parce qu'effectivement, il faut trouver une certaine, sans parler de taille critique, il faut quand même trouver une certaine taille, une certaine surface de financement pour ces différents enjeux qui sont extrêmement coûteux. Oui, des enjeux extrêmement coûteux. Et c'est là où vous avez sans doute un rôle à jouer sur l'accompagnement. Absolument. Comment vous procédez là-dessus ? Alors, d'abord, on revoit un peu notre... je suis désolé de le dire pour mes clients, mais on se penche de plus en plus sur le fait d'aller chercher l'argent sur celui qui doit le payer originellement. C'est-à-dire le consommateur ? Je pense que c'est des marchés de volume. Donc pendant des années, on a beaucoup pressurisé nos sous-traitants aussi. Et on fait partie de ces gens-là, donc il faut être clair. En revanche, je pense que depuis maintenant 5, 6, 7 ans, les commissionnaires, en règle générale, Epner, pour ce que j'en connais en particulier, on fait beaucoup plus attention à ça, à offrir notamment d'abord des prix qui permettent à nos meilleurs sous-traitants de vivre, etc., en s'engageant sur du marquage de véhicules, par exemple, etc. Et aujourd'hui, dans le cadre spécifique de la transition environnementale, on offre un package à nos sous-traitants qui leur permettent, d'une part, de disposer de contrats plus longs, pour pouvoir aller voir eux-mêmes leurs banquiers, alors que d'habitude, on était vraiment sur des contrats très courts. Et en fait, sur des contrats qui n'étaient pas des contrats, qui étaient... chaque envoi étant un contrat dans notre métier, en réalité, il y avait un délai de dénonciation un peu long selon votre antériorité avec le sous-traitant, mais il n'y avait pas de contrat. Là, on leur offre un peu de visibilité en la matière, puis surtout, on leur permet d'avoir accès à nos propres conditions d'achat, etc. Donc, nous-mêmes, on a fait en sorte de pouvoir, pour les sous-traitants qu'on a sélectionnés, qui ont le plus envie, etc., on leur a donné, sans doute, à la fois en termes de prix, à la fois en termes de visibilité et à la fois en termes de conditions d'achat, un package qui leur permet d'essayer de relever le challenge. Mais attention, ça reste quand même difficile. Pour nous, ça l'est. Pour eux, ça l'est aussi. J'ai vu que dans votre ADN... c'était l'esprit d'entreprise qui finalement était mis vraiment tout en haut de la liste et dans votre raison d'être, je crois. Comment est-ce que vous encouragez ça ? Parce que l'esprit d'entreprise, c'est très vague, finalement. C'est très vague, effectivement. Et je pense qu'en fait, pourquoi on a créé cette raison d'être ? D'abord parce que, moi je rappelle toujours, on vient de franchir le milliard, mais en 2018, on faisait 715. Je crois qu'en 2015, on était autour de 500 millions. L'entreprise était à l'époque dans 2 pays. Aujourd'hui, elle est internationale. À l'époque, moi, j'étais directeur des opérations, directeur général France, etc. Aujourd'hui, on a recréé aussi une structure de management intermédiaire avec des gens qui viennent d'horizons différents pour enrichir l'entreprise, etc., ce qui se passe très bien. Mais d'un autre côté, j'avais besoin de sanctuariser ce qui avait toujours fait sa force, c'est-à-dire effectivement cet esprit d'intrapreneuriat, cet esprit d'entreprise, de prise de responsabilité, d'initiative, etc. Et j'ai eu peur à un moment de m'en séparer. Du coup, on a demandé à l'ensemble de notre base, donc on a plus de 1200 collaborateurs qui ont répondu, on a une trentaine de sous-traitants qui ont répondu, plusieurs clients également, etc., à des parties prenantes, évidemment, avec une majorité de collaborateurs qui ont répondu en disant « l'esprit d'entreprise nous caractérise et c'est ce qu'on veut être et c'est ce qu'on veut rester ». Donc on l'a intégré dans nos statuts. Aujourd'hui, ça vit plutôt bien, mais ça marche beaucoup sur l'existant et sur ce que les collaborateurs en font. Et je pense que si on veut être plus efficace, il faudra sans doute qu'on aille
Je ne sais pas si on est assez mature pour aller vers l'entreprise à mission, je l'espère, mais voilà, il faudra sans doute qu'on aille vers une mesure de ça. En fait, ce que je voulais dire pour répondre à votre question, c'est que nous, on le favorise localement à travers de nombreuses initiatives. D'une part, l'intrapreneuriat en nous-mêmes, vraiment le principe de management de l'entreprise est quelque chose de très très fort, mais bon voilà, c'est indescriptible pour l'externe. En revanche, derrière nos collaborations avec les écoles, l'université, les alternants, on a plus de 120 alternants qui sont transformés à plus de 50% chaque année. On travaille avec un écosystème colossal de sous-traitants qu'on aide justement, comme dans le cadre du package de la transition environnementale. On travaille avec les politiques locaux, etc. On s'adapte à un écosystème local qui est en fait, qui doit permettre à l'ensemble des parties prenantes de se sentir suffisamment autonomes pour pouvoir entreprendre à nos côtés ou même indépendamment et parfois en finançant des projets internes à l'entreprise chez des collaborateurs, etc. Merci beaucoup pour votre éclairage, Jean-Thomas Smith. Je rappelle que vous êtes le PDG du groupe Epner.